Alors, sur l'Algérie, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'Algérie, ça n'existe pas. Historiquement, comme pour Marx, comme pour Hegel, comme pour tous les gens qui se sont penchés sur l'histoire de l'Afrique du Nord, l'Algérie n'a jamais existé. L'Algérie, c'est la France qui l'a créée de par la colonisation. Avant que la colonisation française ne crée l'Algérie, l'Algérie était une sous-micro-province d'un protectorat turc qui faisait la Libye, la Tunisie et qui arrivait en Algérie. Mais il n'y avait pas de nation algérienne, ça n'a jamais existé la nation algérienne. Et quand vous faites une tribu, des tribus, puisque Marx travaille sur le mode de production spécifique à l'Afrique du Nord, vous avez des tribus qui sont proches du royaume marocain, vous avez des tribus qui sont plus vers la Tunisie ou vers la Libye, mais on est en plein tribalisme au sens générique du terme, et on est sous la domination barbaresque. Et auparavant, il n'y a jamais d'État. Il y a une régence algérienne. Alger est une régence. Mais il n'y a aucune communauté. Et les tribus se font régulièrement la guerre. Tout ça découle de la conquête musulmane. Avant la conquête musulmane, on a des entités berbères constituées qui ont une continuité historique, qui ont un présupposé culturel et social, et c'est la colonisation arabe, la colonisation musulmane, qui va tout écraser. Donc, si déjà on doit poser le problème du colonialisme en Algérie et le problème du colonialisme en Afrique du Nord, on doit poser la problématique du colonialisme musulman. Parce que, bon, tout à l'heure, nous parlions du Christ, les communautés chrétiennes se sont constituées parce que des pêcheurs, des artisans, des ouvriers partaient sur les routes apporter la bonne parole. L'Afrique du Nord n'est pas devenue musulmane parce que des hommes en sandalettes, nu-pieds, apportaient l'amour, une nouvelle parole, un vecteur d'émancipation. C'est toujours des conquêtes militaires ou des appropriations commerciales. On a donc contraint de force tout le Maghreb berbère qui vivait dans une richesse culturelle certaine à travers les héritages du monde romain, du monde grec, des spécificités numides. On a donc intégré tout ce monde-là dans un monde de colonisation arabo-islamique qui a déstructuré l'intégralité de la vie berbère numide de l'antériorité. Et après cette vaste déstructuration, se sont créées des entités que l'on dira marocaines à travers des grands points forts, comme la période almohade, comme la période almoravide. On a eu des périodes où le bey de Tunis avait un certain pouvoir, et pour le reste, la Libye était constamment aux mains d'attaques égyptiennes, mais le territoire dit algérien n'a jamais existé en tant qu'Algérie. Et tout le monde, de Hegel à Marx, en passant par Rosa Luxembourg, reconnaît que c'est la colonisation française qui a créé la nation algérienne. Et d'ailleurs, l'Algérie d'aujourd'hui a des territoires qui n'ont aucun rapport avec l'histoire de l'Algérie, puisque le Sahara pétrolier a fait partie des accords d'Évian pour précipiter la mécanique, parce que De Gaulle voulait absolument larguer le fardeau algérien, et il a donc concédé les territoires sahariens à l'Algérie, alors que ça n'avait aucun rapport historique ni de près ni de loin. Mais ça a permis au FLN, après coup, d'avoir une rente pétrolière qui permet à la classe capitaliste algérienne, entre guillemets, de tenir vaille que vaille, malgré la complète déconfiture du pays. Entre parenthèses, la guerre d'Algérie, et ça, tous vos auditeurs peuvent le vérifier, a été gagnée par l'armée française. Et elle a été gagnée par l'armée française, qui était une armée où il y avait pratiquement 150 000 Algériens en armes, entre les harkas, les bataillons de chasse, etc. Donc, la guerre d'Algérie a été gagnée par la France, et
l'armée algérienne, l'ALN, qu'on appelait l'armée des frontières, était au Maroc et en Tunisie. Mais en 61, il n'y a plus aucune wilaya en état de combattre, et on a même eu en 61 la fameuse affaire de la wilaya 4, où Sissala, un des grands représentants du FLN, est venu proposer la paix des bras à De Gaulle à l'Élysée en disant bon c'est fini, on a perdu la guerre, on accepte la reddition et on construit une Algérie nouvelle avec la France. De Gaulle à l'époque voulait absolument devenir un des chefs du mouvement des non-alignés dans la restructuration du capital français. Donc il ne pouvait pas devenir entre guillemets contre l'Amérique un des représentants du monde des non-alignés s'il ne liquidait pas la question algérienne. Donc il a liquidé la question algérienne d'un point de vue politique, mais alors que alors que l'armée française avait gagné la guerre d'Algérie. C'est une guerre où le vainqueur a accepté de perdre politiquement. Mais il y avait plus d'Algériens dans l'armée française que dans le FLN. Il faut que les gens le sachent, pardon. Donc, il y a une histoire de la guerre d'Algérie qui est à écrire, qui est à faire, parce que cette histoire de la guerre d'Algérie qui a été faite, elle a été faite pour culpabiliser la France. Parce qu'en culpabilisant la France, on a trouvé un terrain pour déstructurer les cheminements sociaux et historiques traditionnels, et à partir de l'immigration, organiser, comme on veut l'organiser partout, le chaos communicationnel entre l'immigration et les populations de souche. Donc, le français de souche a été culpabilisé par la torture en Algérie, par les crimes en Algérie, mais il n'y a pas eu plus de crimes et de torture en Algérie que partout ailleurs dans toutes les guerres. On parle tout le temps de la Gégène, on parle tout le temps de la torture côté français, mais on ne parle jamais des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens qui ont été torturés par le FLN, à qui on a coupé le nez, à qui on a coupé les oreilles, à qui on a coupé le sexe. Parce qu'effectivement, le FLN s'est développé que par la terreur. Il y avait une masse de population en Algérie et une masse de population algérienne en France qui n'était pas plus bête que toutes les autres populations du monde et qui comprenait très bien que les luttes de libération nationale changent la nomenclature, mais ne changent rien à la vie des gens. Vous aviez des conflits incroyables entre le MNA et le FLN. L'impôt révolutionnaire du FLN, qui était imposé militairement par du racket dans les bistrots, a produit des centaines et des centaines d'Algériens égorgés ou mitraillés par le FLN qu'on retrouvait dans la Seine. Il y a eu plus d'Algériens tués par le FLN que tués par l'armée française. Le FLN a imposé sa nomenclature nouvelle par la terreur et par la guerre. C'est ce que Rosa Luxembourg avait très très bien compris quand elle disait « à bas la lutte de libération nationale ». Toute lutte de libération nationale est une horreur qui vise à permettre à une nouvelle oligarchie locale de prendre la place de celui qui s'en va et qui est condamné à travers des mythologies de réécriture comme le méchant colonialiste. Mais vous avez un bouquin de Jacques Marseille qui corrobore d'ailleurs les travaux de Marx. On sait très bien que le colonialisme de féroce appropriation du premier temps historique portugais, espagnol et surtout anglais a été terrifique. Mais la colonisation française, prenons l'exemple du Québec, s'est fait dans des formalisations où il n'y a absolument pas eu le génocide des Indiens côté anglais. Donc, on confond colonialisme et on ne comprend pas que le colonialisme anglo-saxon a été un colonialisme d'accumulation violente et radicale par rapport à un capital qui était en accélération technologique et qui, au niveau de la guerre des mers, au niveau de la guerre des terres, devait rentabiliser absolument à tout prix, et il en avait les moyens parce qu'il était développé. La France était une puissance secondaire, très archaïque, avec un potentiel industriel beaucoup moins développé. Donc, au lieu de piller pour la rentabilisation technologique absolue, elle a eu au contraire un colonialisme beaucoup plus tempéré. Et vous avez un bouquin qui est très intéressant de Jacques Marseille sur le colonialisme français, et en particulier sur l'Algérie, où il montre que non seulement la colonisation n'a rien rapporté,
mais qu'elle a coûté. Certes, on a eu quelques secteurs privilégiés, comme certaines grandes familles agricoles du colonna agraire en Algérie, ou certaines grandes familles qui, par exemple, en Asie du Sud-Est, ont investi dans le caoutchouc. Mais quand la France arrive en Algérie, il n'y a rien. Quand la France repart en 1962, il y a des ports, il y a des aéroports, il y a des routes, il y a des chemins de fer, il y a toute une infrastructure, et cette infrastructure, elle a été développée par un capital national qui, certes, a eu des retours, mais au total, montre Jacques Marseille, il y a eu une telle dynamique d'investissement que le capital, au total, parce que Marx nous rappelle toujours qu'il y a les capitaux particuliers, mais il y a le capital total. Le capital, du point de vue du capital total, l'expérience algérienne a coûté plus cher à la France qu'elle ne lui a rapporté, même si certains secteurs ont eu un retour, eux, sur investissement plus fort. Donc toute cette réalité-là, il a fallu la cacher. La réalité des tortures. Le village de Meloudja, exterminé par le FLN, des familles MNA égorgées, des enfants, des vieillards. Ensuite, la gigantesque répression sur les harkis, des centaines de milliers d'Algériens massacrés parce qu'ils avaient fait de mauvais choix. Donc toute cette horreur-là, il a fallu la cacher. Il a fallu d'autant plus la cacher qu'au moment où le fils est arrivé au pouvoir et que les manipulations de l'appareil d'État algérien ont engagé la seconde guerre qui a coûté plus cher encore que la première, il y a eu des milliers de morts dans un truc qui était organisé par le spectacle terroriste de la marchandise du FLN. Donc, l'histoire algérienne, dirait Debord, pour reprendre ce qu'il dit dans les commentaires sur la société du spectacle, est un des lieux majeurs du mensonge contemporain. Mensonge pour les Français, mensonge pour l'Algérie. Tout ce qui s'est fait autour de l'Algérie est falsifié, trafiqué. Il y a une histoire officielle qui des deux côtés ment, qui des deux côtés dissimule. Du point de vue de Rosa Luxembourg, la solution algérienne, c'était à bas la lutte de libération nationale, c'était prolétaires de France, prolétaires d'Algérie, tous ensemble, contre la dictature du capital. C'était créer une dynamique de solidarité des deux côtés de la Méditerranée, non pas pour vivre autrement la servitude, mais pour faire exploser la servitude. Et moi, j'ai encore quelques contacts à droite à gauche qui m'amènent à des populations assez âgées qui vivent aujourd'hui en Algérie. Elles regrettent toute la France, non pas parce que c'est des pauvres abrutis de colonialistes harkis, mais parce que la réalité, c'est que le FLN a fait de l'Algérie contemporaine une poubelle. Plus rien ne marche. Si vous voulez savoir ce qu'est l'Algérie contemporaine, regardez les sketchs de Faylouz. C'est merveilleux, tout y est. Et là, on est en plein dans ce que disait Rosa Luxembourg. Toute lutte de libération nationale est une imposture qui aboutit toujours à ce que le prolétaire soit plus exploité. Le prolétaire est toujours plus exploité après le triomphe d'une lutte de libération nationale. Aujourd'hui, si effectivement il n'y avait pas eu cette lutte de libération nationale, le prolétaire de base algérien aurait, dans sa survie quotidienne, un cadre de vie supérieur. Alors je ne défends pas le cadre de vie supérieur, je me bats pour l'abolition du salariat et la révolution mondiale. Mais je veux dire, tous les gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un traumatisme profond. Moi j'ai des amis algériens, j'ai des amis tunisiens, il y a un traumatisme profond qui les empêche de regarder, qui les empêche d'avouer. Tout homme d'intensité, d'éveil et d'intelligence qui va en Algérie, qui va en Tunisie et qui voit ce que c'est, il voit que c'est horrible. Il y a une classe capitaliste au pouvoir, et la fameuse lutte de libération nationale qui nous a soi-disant libérés, émancipés, ça a été une arnaque prodigieuse. Mais ça, Marx l'avait compris. Marx l'avait compris parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Marx a écrit 3 types de correspondance. Il a écrit à Vera Zasulich sur les restes du communisme premier en Russie. Il a écrit avec Engels les correspondances sur l'Algérie, après avoir été lui-même en Algérie et après avoir critiqué la colonisation. Et s'il n'a jamais été en Inde et en Chine, il a tellement travaillé sur le sujet qu'il a pu dégager à partir de là le concept de mode de production étatique. Qu'est-ce que dit Marx ?
Marx dit il y a des restes de communisme premier en Algérie. Les tribus berbères, les tribus avaient effectivement encore un mode communautaire d'appropriation collectif. Il y avait la même chose en Inde et il y avait la même chose en Chine. Et il y avait encore la même chose en Russie. Pourtant, pour ces trois espaces, la réponse va être différente. Est-ce que ce qui subsiste de communisme primitif en Algérie, en Inde, en Chine et en Russie peut servir d'une manière ou d'une autre à un type de tremplin historique vers la révolution sociale mondiale et vers la grande dynamique d'incendie social européenne? Marx dit pour la Russie, c'est possible si on a une révolution radicale des prolétaires d'Europe occidentale, le MIR, et la tradition qu'il y a en Russie, compte tenu de cette temporalité ouverte qui a fait de la communauté russe un mode spécifique de résistance et de subversion, ça pourra servir pour mettre en marche la dynamique mondiale et la dynamique européenne vers le communisme intégral. Autrement dit, contrairement aux bolcheviks qui vont étatiser les campagnes, Marx est sur la position des socialistes révolutionnaires qui disent il faut surtout préserver la communauté paysanne. Pour l'Inde et pour la Chine, il dit on ne peut rien en tirer. La temporalité orientale a tout écrasé, et je vous renvoie à la citation que j'ai mise de Marx sur la passivité endémique du village oriental qui rend toute subversion impossible. Et c'est pareil pour l'Algérie. Marx et Engels disent la colonisation de Bugeaud, les enfumades, les massacres, les expropriations de terres bédouines, tout ça, c'est bien évidemment affreux, mais au terme de la colonisation apportera plus aux Algériens qu'elle ne leur retire, parce que dans la structuration sociale et religieuse que l'invasion musulmane, que la structuration sociale de la régence turque a positionné, le mode de vie de la communauté algérienne est tellement décomposé qu'on n'en tirera aucune positivité. C'est donc parce que l'Algérie va être colonisée qu'elle va rentrer dans la modernité, comme la Chine, comme l'Inde, et qu'à partir de là, se constituera une classe prolétarienne qui, en solidarité avec les classes prolétariennes d'Europe, pourra engager un processus de radicalité. Mais Hegel et Marx ont la même réponse sur des trajectoires différentes. On en revient toujours au problème de la temporalité ouverte, temporalité fermée, mode de production orientale, ou alors grève insurrectionnelle européenne. Le problème, il est simple. L'Afrique du Nord, la Chine et l'Asie n'ont jamais pu accéder à la radicalité subversive de l'anti-État et de l'anti-argent. Elles sont toujours restées on recompose le salariat, l'État et l'argent. Et d'ailleurs, même si au sein du FNL algérien, vous aviez quelques illusionnés paratrotskistes qui croyaient radicaliser Ben Bella et Boumedienne, très rapidement après l'indépendance, on leur a fait comprendre que le jeu intellectuel était fini. Le FLN construisait son capitalisme d'État national, il opprimerait avec patience et saveur son prolétariat, il n'y aurait aucune échappée critique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si Marx et Engels considèrent que la colonisation a une positivité, malgré toute son horreur, en Afrique, en Chine et en Inde, c'est que parce que précisément la temporalité caractéristique des modes de production qui y existent rend impossible la critique radicale. Et on a commencé, il y avait des groupes de radicalité critique depuis fort longtemps en Europe, dans des formes ou dans d'autres. La radicalité critique anti-argent, anti-État, elle commence à arriver à Pékin, à Alger ou à Bombay, parce que la colonisation diffuse des textes radicaux de Marx ou d'Engels. La radicalité critique est l'expression subversive du logos primordial de cette tradition européenne qui, à travers le pagano-christianisme et à travers les invasions germaniques, a produit les communaux de la radicalité insurrectionnaire. Les restes de communautés, dès lors que le despotisme oriental du temps immobile les a intégrés, Marx dit Chine, Inde, Algérie, il n'y a que la colonisation qui va pouvoir débloquer, parce qu'en civilisant, malgré l'horreur de la civilisation, elle diffuse la radicalité en contre-pied de l'horreur civilisationnelle, parce qu'à partir de là,
la dynamite du manifeste de 48 et la radicalité de la Commune de Paris peuvent se diffuser à l'intégralité du monde.